Et ça me fait vraiment plaisir de converser avec toi et te présenter au public du festival, du groupe. Merci beaucoup, Chanel. Oui, ça me fait vraiment plaisir. C'est un plaisir partagé. Bien. En fait, c'était important parce que je trouve que l'évolution et tout, avec les femmes qui prennent de plus en plus de pouvoir. Mais toi, tu as quelque chose que j'ai toujours trouvé très très beau. Ça fait que déjà quand même depuis 2017 qu'on parle toutes les deux. Ouais. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a parlé, c'était passionnant. Tu m'avais raconté plein de choses. C'était très 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 bien. Et ce qui m'avait surpris, et ce que je vois de moins en moins, c'est ces femmes politiques, mais qui sont pas forcément féminines. Et toi, t'as toute la féminité, et ça, c'est beau. Et moi, c'est ça qui m'a percuté en te voyant. Et en plus, tu es d'origine, comme je disais en off, tu es d'origine maghrébine, tunisienne, mais tu es de droite. Et ça, c'est très étonnant. Et bon, je te laisserai expliquer ta présentation et le reste. Enfin voilà, et ça me fait très très plaisir et j'espère que les personnes qui nous suivent vont passer un bon moment avec toi. Merci beaucoup, Chanel. Avec nous. C'était un grand plaisir d'être parmi tes invités. Moi aussi, je te suis. Je trouve que tu es une femme formidable. Tu as beaucoup de qualités. Tu es une artiste, mais aussi tu as un côté intellectuel et aussi tu as beaucoup de féminité. Et en ce qui concerne les tenues des femmes politiques, parce que c'est toujours difficile quand on fait de la politique tout en étant femme. Mais moi, je trouve qu'il faut être soi-même parce qu'il y a aussi des fois où on est obligé de porter, de s'habiller d'une certaine façon, de ne pas trop se maquiller, etc. De changer complètement son look pour être vraiment la femme de la fonction. Mais je trouve qu'on peut être les deux en fait. On peut être soi-même. Toutes les femmes sont belles, que ce soit les femmes qui se maquillent, que ce soit les femmes qui se maquillent pas, les femmes qui s'habillent avec un côté féminin ou les femmes qui s'habillent avec un côté casual ou sportif. Moi, j'admire aussi les femmes qui sont sportives, qui s'habillent d'une façon sportive, etc. Mais je trouve qu'il faut être soi-même et il faut présenter ses valeurs et il ne faut pas s'attarder c'est-à-dire au look ou à la personne. Il faut voir ce que la personne fait. En fin de compte, ce sont les valeurs qui comptent et qui font la personne et ce ne sont pas ses apparences en fait. Ouais. Donc, en ce qui concerne ma présentation, j'essaie de ne pas être trop longue, mais je suis belgo-tunisienne. Je suis dans le parti MR, comme tu viens de le dire, donc un parti de droite. J'étais candidate aux élections à la régionale l'année passée, en 2019. Je suis militante au parti depuis 2010, donc ça fait plus que 10 ans. Mais je suis aussi à côté militante pour l'égalité hommes-femmes, les droits de l'homme. Je suis blogueuse sur Europa Blog et Global Geonews, donc j'écris des articles sur la situation, que ce soit au Maghreb, Moyen-Orient, en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits des femmes surtout. Chercheuse en études environnementales et enseignante.
et présidente de l'Association européenne de la défense des minorités. Et je collabore avec des parlementaires sur les questions concernant le Moyen-Orient et le Maghreb. Donc, comme tu viens de le dire, je suis d'origine maghrébine et tunisienne. Et la Tunisie, c'est un pays qui a toujours été parmi les pays les plus avancés en matière des droits des femmes et en matière du combat féministe dans le monde arabe. Et c'est pour ça que c'est un combat qui me tient à cœur et j'aimerais bien soutenir les femmes dans le monde arabe surtout, qui sont à la recherche de l'égalité. Et c'est ce que je fais également dans le cadre de mes activités associatives avec des femmes des minorités, surtout les minorités arabes en Iran et les femmes dans les pays arabes, en collaboration avec d'autres associations. Et je vais détailler le nom de certaines femmes qui m'inspirent parce que je vois que tu m'as demandé est-ce qu'il y a des femmes qui m'inspirent. C'est une question très compliquée parce qu'il y a tellement de femmes qui inspirent dans le monde qu'il y a vraiment il y a une liste très très longue de femmes qui pourraient m'inspirer en tant que femme aussi. Dont notamment une personne qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps. Exactement. Ouais, Gisèle Halimi, bien sûr, c'est une femme de combat, une femme qui a toujours soutenu la cause féministe et soutenu le combat de l'indépendance en Tunisie, mais aussi une femme qui a été aussi toujours fière de ses origines. Et j'aime bien les femmes qui sont toujours fières de leurs origines, peu importe leur combat et peu importe leur poste, leur position dans le monde, elles sont toujours fières de leurs racines. Bien. Et en fait, comme tu dis, tu t'occupes d'émanciper en fait les femmes en fait. Ouais. En fait, disons que à partir de mon parcours que je considère très très humble par rapport à plusieurs femmes, j'essaye de soutenir et de donner plus d'expérience, plus de conseils aux femmes qui veulent s'émanciper, qui veulent être actives dans le milieu associatif ou être actives aussi dans le milieu politique. En fait, c'est de l'empowerment, donc plus ou moins de l'empowerment. Et je sais que dans certaines communautés, c'est difficile de s'engager en tant que femme et c'est difficile de défendre les droits des femmes, de défendre l'égalité parce que on vient d'une communauté qui ne donne pas vraiment les droits aux femmes et qui a une culture très conservatrice. Et à travers des conférences ou à travers des articles ou à travers des manifestations, on tient à vraiment mettre en avant ces femmes qui se battent pour l'égalité dans certains pays, y compris dans le Moyen-Orient, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es pour... Tu vas me dire non, forcément, mais qu'est-ce que tu en penses de ces femmes? Tu trouves ça normal? Est-ce que c'est une soumission? Est-ce que c'est normal pour toi? Ou alors une tradition, tout simplement? Oui, je pense que c'est une tradition, mais chacun réagit à la tradition d'une façon différente. Ça dépend de l'éducation, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Et je pense que certaines femmes ont besoin d'exemples, ont besoin d'inspiration. Et c'est notre rôle, c'est le rôle des femmes qui viennent de la diversité. C'est le rôle des femmes d'une façon générale de se soutenir, de faire du sisterhood, de faire de leadership, de l'empowerment pour permettre à ces femmes de se libérer, permettre à ces femmes de s'épanouir, permettre à ces femmes de devenir vraiment des leaders de leur société.
Et tu crois que il y a moyen, ça va? Tu vois, est-ce que tu vois un progrès par rapport à ça? Dans tout le monde maghrébin, je veux dire, ou au Proche-Orient? Oui, c'est vraiment compliqué. Il faut toujours garder l'espoir, bien sûr, parce que sans l'espoir, on ne peut pas permettre à ces femmes-là de continuer leur combat. Mais je pense qu'il y a moyen, même si le retour de l'islamisme radical, surtout dans certains pays, vraiment réduit cette possibilité et limite les chances des femmes d'être égales et d'être épanouies et d'avoir le principe de parité, de participer à la vie sociale et active, d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise, d'être politicienne, d'être leader dans le monde aussi culturel, dans le monde artistique, donc un peu partout, quoi. Mais grâce à des femmes très très courageuses, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent un peu partout dans le monde et des femmes qui se mettent vraiment en danger pour leur liberté, grâce à ces femmes-là, je pense qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours espoir. Ouais. Bien, alors il y avait une petite liste de questions. Oui. Et on va commencer par la première. Alors, si tu me permets, je vais aller les lire. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, elles sont ici. Oui, ça c'est vraiment une question assez importante. Le sexisme dans le monde politique envers les femmes. Oui, c'est une question très importante. En même temps, c'est une question générale parce que je pense qu'il y a toujours donc, du sexisme, que ce soit dans le monde politique ou dans l'entreprise ou un peu ou dans le monde culturel. C'est pas du même degré où on peut trouver du sexisme dans le monde arabe ou dans le monde en Inde ou dans des pays où on a plus de discrimination envers les femmes qu'en Europe, par exemple, ou aux États-Unis. Mais il y a toujours ce sexisme qui est clair et net et qui est présent dans la représentativité, dans tout ce qui est, par exemple, liste électorale, dans le gouvernement même, dans le principe de parité, et même dans le combat politique d'une femme, par exemple, quand le citoyen hésite entre voter pour une femme ou un homme. Parce que pour lui, une femme n'est pas peut-être apte de remplir son devoir en tant que politicienne, vu qu'elle pourrait être enceinte ou qu'elle pourrait avoir des enfants, etc. etc. Donc, le citoyen, il agit comme un employeur qui recrute une femme et il ne sait pas si elle va avoir des enfants, si elle va avoir des obligations familiales, comme si les obligations familiales sont seulement pour la femme, elles ne sont pas pour l'homme. Donc là, le regard de la société, le citoyen en lui-même qui vote, donc c'est la mentalité, une mentalité qu'on ne pourrait pas changer comme ça le jour au lendemain et qu'on pourrait changer grâce à l'éducation, comme les pays scandinaves ont fait, où on enseigne le féminisme et l'égalité homme-femme à l'école. Et à ce moment-là, on peut vraiment lutter contre le sexisme dans le monde politique et dans le monde de l'entreprise aussi. D'accord. Donc tu crois qu'il y a espoir ou bien c'est vraiment très très difficile Il faut toujours se battre en fait, surtout pour les droits. Il faut toujours se battre et il faut jamais les prendre pour acquis les droits, parce qu'un jour ou un autre on peut perdre ces droits-là. Donc il faut toujours préserver ces droits et comme je l'avais dit, surtout à travers l'éducation,
la sensibilisation des jeunes à l'école ou à travers des conférences ou des formations, montrer que les femmes ont aussi droit au principe de parité, à l'égalité au niveau salarial aussi, mais aussi à l'égalité au niveau représentativité dans les gouvernements ou dans les listes électorales ou dans les positions de pouvoir. D'accord. Voilà, je vais essayer de te mettre en avant. Ok. On peut passer à la seconde question. Pierre, très pertinente, je trouve. Les politiciennes sont-elles différentes des politiciens? Bonne question. Oui et non. Parce que pour moi, oui, un politicien ou une politicienne, ça reste toujours une fonction. Donc, un homme ou une femme politique, ça représente une fonction, des devoirs, peu importe ses vécus et ses combats. Mais il y a toujours des expériences qui forment l'homme ou la femme. Et on ne vit pas la même chose. La femme a peut-être eu, surtout dans certains pays, beaucoup plus de discrimination à cause de son sexe. Donc du coup, il y a toujours ce vécu qui reste toujours avec la femme. Et dans ses combats, elle voit les choses d'une façon différente. Donc une femme politique, avec son combat, avec son vécu, elle voit qu'il y a toujours, par exemple, plus d'injustice ou discrimination à l'égard des femmes. Donc, elle va miser beaucoup plus sur le leadership féminin. Elle va peut-être être le plus loin dans les combats qui concernent les femmes et vraiment aller plus loin dans des textes de loi ou dans des propositions, parce qu'il y a toujours ce vécu et elle veut toujours réserver aux nouvelles générations plus d'égalité. Alors que peut-être pour un homme, ce n'est pas un combat qui lui tient à cœur. Donc c'est ça la différence. Et est-ce que c'est pas... ce serait pas plus crédible en fait que ce soit parce que quand on voit un homme politique ou une femme politique et qui prend une place très importante, tu vois, dans l'échelle sociale, est-ce que ce serait pas plus logique qu'il y ait une mère plus qu'un père? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça ouais. Oui, c'est ça. C'est toujours, bien sûr que la mère, elle a toujours un rôle très important parce que dans l'éducation de l'enfant, le père aussi. C'est-à-dire être éduqué par une femme qui est féministe, qui est pour l'égalité entre femmes, ça pourrait aussi jouer un rôle très important dans la vie d'un futur politicien qui va être aussi dans cette direction, qui va être toujours dans l'empowerment, dans l'égalité. C'est très important aussi. Par contre, avoir ce regard conservateur envers les femmes, ça ne pourrait pas encourager un homme politique à aller plus loin dans la défense de l'égalité entre femmes. Et on trouve ça dans ces cas-là, par exemple, chez les politiciens, dans des milieux, dans des pays arabes ou dans les pays africains, où pas tous les hommes politiques sont engagés dans l'égalité entre femmes ou dans la parité. Il y a quelques hommes politiques qui sont engagés là-dedans, pour eux, ce combat, c'est un combat très important parce que ça passe par une question d'égalité sociale et justice sociale, mais d'autres ne considèrent pas que c'est un combat important. Donc, c'est toujours une question de vision. D'accord. Alors, l'autre question, c'est où sont les femmes en politique? Où en sont les femmes en politique, exactement?
qu'il y a une avancée? Est-ce que ça stagne? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une avancée? Je dirais oui, parce que les femmes ont obtenu plusieurs postes de leadership, plusieurs postes de responsabilité un peu dans le monde, mais ça reste toujours pas assez. Ça reste toujours pas assez parce que dès qu'il y a une petite crise en ce qui concerne la justice sociale, en ce qui concerne les combats d'égalité, on se retourne envers les femmes. Donc on est dans la bonne direction, mais on demande toujours plus d'égalité. Aussi égalité salariale, hein, parce que oui, je parle pas des postes politiques, hein, je parle aussi des postes donc de position, de pouvoir dans des entreprises, sachant que maintenant aux États-Unis on n'a toujours pas l'égalité salariale dans certains pays scandinaves, mais dans le reste de l'Europe on n'a toujours pas l'égalité salariale, donc on demande toujours plus, même si on a plus ou moins l'égalité. Et tu vois ça comment en fait dans l'avenir? Tu penses qu'il y aura une amélioration ou bien tu penses, est-ce que c'est tu vois, par rapport à ça, je pense un peu aux anciennes féministes et aux nouvelles féministes qui sont très différentes. J'ai l'impression que les anciennes féministes, elles faisaient attention aussi aux hommes, tu vois, tandis que ces nouvelles féministes, c'est mon avis personnel, est-ce que c'est pas un peu trop exagéré sur certains points, tu vois? Oui, on va pas aller dans l'extrême, hein. Il y a des féministes radicaux, il y a aussi les féministes indigènes qui sont allés très très loin dans leur réflexion, l'écoféministe, le féminisme donc afro-féministe, etc. Donc c'est aller. Moi, je suis pour le féminisme universel, donc le féminisme qui considère toutes les femmes égales, peu importe leur religion, leur affiliation politique, peu importe leur couleur, etc. Donc, aller dans l'extrême, je suis d'accord avec toi, c'est pas, on est tous, on est pour l'égalité, pour une société égalitaire, c'est pas pour écarter les hommes ou pour devenir montrer qu'on est mieux que les hommes, etc. Non, c'est pas une concurrence. Montrer qu'on est mieux dans le travail, oui, mais c'est pas montrer qu'on est mieux parce qu'on est femme, etc. Donc, il faut pas aller dans l'excès. Il faut rester dans le positivisme, rester dans la collaboration, la solidarité, la compassion. Donc, l'objectif, c'est être des partenaires de société, travailler ensemble dans l'égalité. On est tous des êtres humains et comme Hillary Clinton l'a dit une fois, Women's rights, c'est human's rights. Donc, les droits des hommes, de l'homme, c'est aussi les droits des femmes. Donc, en tant que femme, en tant qu'être humain, on demande juste l'égalité. On n'est pas allé dans l'excès pour éliminer les hommes ou pour prendre les postes de responsabilité et vraiment être. Si un homme il est compétent, il peut aussi avoir droit à ce poste. On ne peut pas avoir droit à ce poste juste parce qu'on est une femme et on a besoin de la représentativité. Non, il faut avoir droit à un poste parce qu'on est compétent, tout court, que ce soit homme ou femme. Et c'est là qu'on a vraiment l'égalité et la justice sociale. D'accord. Oui, en effet, c'est vrai que quand on voit des mouvements, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, les fémènes, ça fait quand même un peu peur tout ça. Enfin voilà, moi c'est mon avis personnel. Maintenant, je ne veux pas. Maintenant, oui, c'est un combat qui est différent parce que c'est dans une société différente. Donc le féminisme, c'est vrai que
il y a le féminisme universel, mais il y a aussi un féminisme à chaque pays, chaque culture. Donc c'est un combat différent. Oui, elle considère que le corps des femmes, ça ne pourrait pas être vraiment un outil de domination, pour dominer les femmes, mais en même temps, elles sont dans l'excès. Maintenant, je respecte leur combat, leur idéologie, et je pense que c'est la façon dont elles voient les choses, quoi. Leur façon de s'exprimer. Oui. Alors, la question suivante est: est-il difficile de suivre un chemin de parlementaire en tant que femme? C'est vrai qu'on te voit dans beaucoup d'événements, hein, dans la vidéo que j'ai partagée de toi. Tu es en compagnie d'Emmanuel Macron, tu es en compagnie de plusieurs politiciens, le président du MR, tu es aussi au CRIF. Tu es partout en fait. Mais c'est bien, je trouve ça intéressant, cette richesse de côtoyer toutes sortes de milieux et de politiques. Donc la question: est-il difficile de suivre un chemin de parlementaire en tant que femme? Bien sûr, c'est difficile. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Donc, être parlementaire ou être femme ou homme politique, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de patience, être à l'écoute du citoyen, promettre des choses et peut-être pas les réaliser. Donc, c'est pas parce qu'on manque de bonne volonté, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens, ou on est limité aussi en tant que parlementaire. C'est pas parce qu'on est parlementaire qu'on n'a pas de limites. Donc, bien sûr que c'est difficile. C'est aussi plus difficile quand on vient de la diversité. Pour une femme qui vient de la diversité ou issue de l'immigration, c'est encore difficile parce que, comme je t'avais dit, par rapport à son combat, par rapport à sa communauté, même avoir des voix de la communauté, ça reste compliqué parce qu'il faut convaincre la communauté que la femme est capable de faire bouger les choses, etc. Donc ça aussi, ça a du travail à faire. Mais je pense que le plus difficile, c'est de faire des choses quand on est parlementaire. Parce que les parlementaires, il y en a beaucoup. On a beaucoup de parlementaires, que ce soit dans les parlements nationaux, en Belgique ou ailleurs, en France, etc., ou parlementaires européens, mais il y en a peu qui font la différence. Il y en a peu qui travaillent pour changer les choses. Il y en a peu qui osent. Donc, le plus difficile, c'est de oser, de changer les choses, de faire en sorte que certains combats soient vraiment mis en avant, de vraiment être un vrai politicien ou un vrai leader. C'est ça le plus important. Mais il y en a beaucoup qui sont élus, mais pendant leur mandat, ils font quasi rien. Donc, ils sont là. C'est pas parce qu'ils manquent d'ambition, peut-être parce que il n'y a pas quelque chose qui les motive vraiment pour changer les choses. Mais il y a d'autres qui vraiment se mobilisent pour plusieurs causes très importantes dans le monde entier, dans leur pays ou dans le monde, et changent vraiment les choses. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, toute la classe politique est fort critiquée, hein, surtout. Et ça, on en reviendra par après, hein, avec les trois questions d'actualité. Oui. Alors, quelles sont vos politiciennes? Ah oui. Quelles sont les politiciennes que tu montres un exemple à suivre dans le monde d'hier et d'aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. En même temps, c'est une question très difficile parce que, comme je t'avais dit, il y a tellement de femmes inspirantes, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui.
par exemple, moi je trouve que la reine Victoria en Angleterre, au Royaume-Uni, était une reine exceptionnelle. Elle était jeune, elle parlait plusieurs langues, elle travaillait beaucoup et elle était une source d'inspiration pour les prochaines reines anglaises. La reine Elisabeth, elle a changé le cours d'histoire du royaume. C'était la reine qui a pris la décision vraiment d'élargir le royaume et d'agrandir le Royaume-Uni. Donc, elle était aussi, elle écrivait ses propres textes, elle parlait plusieurs langues, elle travaillait beaucoup. Donc, on l'a appelée The Virgin Queen parce qu'elle s'est consacrée pour le royaume. Elle s'est même pas mariée pour préserver le royaume. Donc, ça, c'est des exemples de femmes qui se sont vraiment consacrées pour leur nation. Mais dans le monde aujourd'hui, par exemple, on a plusieurs exemples aussi. Angela Merkel, je trouve que c'est une femme très, très inspirante. Sophie Wilmès aussi, la première femme première ministre en Belgique. Une femme très, très inspirante et une femme qui travaille beaucoup, qui reste toujours très humble, très souriante. Donc c'est vraiment soft leadership. Simone Veil, bien sûr, c'est une femme très inspirante qui a changé le cours de l'histoire en France. C'est une femme qui est venue de loin, qui a vécu beaucoup de traumatismes, et qui a réussi à devenir une grande politicienne. Il y a aussi des femmes arabes, comme je t'avais dit, qui viennent de pays où là il faut vraiment se battre parce qu'il n'y a pas vraiment d'égalité hommes-femmes, mais elles essayent de faire un chemin comme les Émirats Arabes Unis, comme aussi plusieurs femmes en Tunisie qui se battent contre les islamistes, qui se battent contre l'extrémisme religieux. En tant que femme politique, dans des pays comme ça, c'est très difficile. Et elles n'ont pas peur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui sont courageuses et qui se battent pour leur pays. Et peu importe, en fait, le parti politique, en fait. Oui, tout à fait. Peu importe le parti politique, parce que, en fin de compte, c'est l'homme ou la femme politique qui compte. C'est pas le parti en soi-même. Bien sûr. Et as-tu rencontré une de ces personnes dont tu as cité? Oui, il y a des personnes que j'ai rencontrées, comme Sophie Wilmès, comme par exemple Amal El Dahabi des Émirats Arabes Unis. Enfin, Sophie Wilmès, elle fait partie de mon parti, donc c'est une femme que je connais et que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'elle est toujours active, elle n'a pas changé et elle reste elle-même. Et par exemple, on a aussi des femmes que Valérie Pécresse, c'est la présidente de la région de France, c'est une femme inspirante qui est aussi dans l'empowerment, dans le leadership, qui a fait un prix pour les femmes féministes et les femmes qui se battent pour l'égalité homme-femme. Donc c'est vraiment une femme vraiment très inspirante. J'ai beaucoup d'autres exemples, comme par exemple la présidente du parti en Tunisie, un parti laïque qui est
qui est aussi qui se bat contre les islamistes, qui m'inspire beaucoup parce que c'est une femme qui se bat tous les jours et qui a beaucoup de courage. À Birme aussi. Mais les exemples sont beaucoup. Hein. Brigitte Macron, que j'ai aussi j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 fois, qui est une femme très inspirante. Parce qu'elle aussi, elle faisait de la politique, elle était conseillère municipale. Ah bon, elle faisait de la politique avant Oui, ça, je ne sais pas. Elle faisait. Ah, oui. Faisait de la politique, mais c'est une femme de lettres, de culture, mais aussi elle a fait un peu de politique. C'est pas une femme qui est allée elle est allée loin dans des postes de responsabilité, mais elle faisait quand même de la politique. C'est un choix parce que certains préfèrent s'engager pour leur commune que d'aller dans des postes plus hauts, mais voilà. Donc toutes ces femmes-là, c'est des femmes très inspirantes que je trouve vraiment intéressantes, et elles ont des formes différentes de leadership. Chaque femme, elle a son leadership à elle, un mélange peut-être des fois entre la douceur et la force, entre le courage et la détermination, mais c'est toujours un combat féministe et un combat d'égalité. D'accord. Bon, on va partir sur l'actualité maintenant. Bon, elle n'est pas très... c'est pas vraiment joyeux, hein. On sait très bien c'est clair. Il y a tellement de soucis. Et donc, les questions... Il y en avait 3 qui étaient intéressantes. On va commencer par l'avortement. Je t'avais envoyé un lien pour que tu me dises qu'est-ce que tu en pensais. Est-ce que pour toi c'est une bonne loi? Qu'est-ce que tu trouves de positif par rapport à cette loi ou pas du tout? Et ensuite, je te dirai les autres qui sont toujours d'actualité. D'accord. En ce qui concerne cette loi en France, qui concerne la détresse psychosociale, moi, je trouve que c'est une bonne loi. Moi, je suis d'accord avec cette loi dans la mesure où être maman, ça doit venir de la mère qui doit être prête d'assumer psychologiquement, mentalement, financièrement un enfant. Et assumer cette charge n'est toujours pas facile. Et certaines jeunes femmes, par exemple, se trouvent seules à affronter cette charge. Et c'est très important de connaître la situation psychosociale de la femme. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut pas être dans le jugement, il faut savoir comprendre la détresse de certaines femmes et les soutenir et les accompagner. Et c'est pour ça que je trouve que cette loi est quelque chose de positif. D'accord, mais est-ce que ça n'existait pas déjà avant? Un avortement, c'est pas toujours parce qu'il y a des difficultés justement. Oui, avant en fait c'était pas si clair dans le texte. Là, ça spécifie que c'est dans le cadre d'une détresse psychosociale. Bien sûr qu'il faut passer par le médecin traitant, par les spécialistes, mais au moins on reconnaît cette maladie psychologique, cette détresse, cette dépression. Au moins on est dans la prévention pour ne pas tomber dans des scénarios où la femme se suicide plus tard, où elle tue ses enfants, où elle se trouve parce qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer après. Donc il vaut mieux vraiment savoir la situation psychologique et sociale de la femme avant de prendre la décision. Et le fait que je vois que c'est légal en fait, parce qu'à partir du 7e mois, on ne peut plus parler de réel
est-ce que c'est un avortement? C'est plus un accouchement, dans ce sens-là. Tu vois, Oui, il y a une nuance, parce qu'on ne peut plus parler d'avortement. Oui, c'est ça, ça qui fait que cette... blanc, hein. Ouais, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de débats sur cette question, que ce soit en Belgique et en France, mais cette détresse doit être reconnue aussi comme maladie. Dépression, une situation sociale et psychologique compliquée. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans vraiment la voie de préserver l'enfant pour ne pas considérer que c'est criminel vraiment de faire l'avortement, ou de considérer que c'est une loi qui protège la femme qui est en détresse. Donc c'est ça le débat. Oui, parce que c'est ça en fait. Hein. Parce que là, on n'a plus affaire à un embryon, on a en fait affaire à un bébé. Oui. C'est assez délicat. Oui. Moi, c'est assez délicat. On a besoin vraiment de l'avis de spécialistes, mais surtout aussi de l'avis de psychologues, de psychiatres, en ce qui concerne les femmes qui sont aussi dans la détresse, qui sont dépressives, ou même voire dans des cas où elles pourraient se suicider ou faire mal à elles-mêmes ou à l'enfant. Donc on est dans des cas, c'est du cas par cas en fait. C'est vraiment du cas par cas. Et je trouve que cette loi protège les femmes qui sont en détresse. D'accord. Alors, ensuite, il y a la situation au Proche-Orient en ce moment. C'est vrai que j'ai vu plein de posts que tu postais. Et puis bon, toi, étant d'origine maghrébine, tu as un lien beaucoup plus... qui est beaucoup plus sensible par rapport à tout ça. Ouais. Je voudrais en fait que tu nous dises un peu, ce que tu en penses et comment tu vois la situation par là. Tu veux dire par l'explosion qui a eu lieu au Liban, c'est ça? L'explosion, oui, ouais. Et toute la situation qui est au Proche-Orient, c'est vrai que c'est délicat. C'est très délicat, comme je viens d'expliquer, dans mon travail, dans mon engagement dans l'association des minorités, j'ai affaire à des minorités arabes en Iran qui sont persécutées, qui sont vraiment torturées, emprisonnées par le régime iranien. Tout ça parce que ce sont des Arabes, et donc dans des pays comme ça, on n'a pas de liberté d'expression, on n'a pas d'égalité. Si on vient de la minorité, on est traité d'une façon qui n'est pas humaine du tout, mais aussi parce que je reviens à la situation au Moyen-Orient, l'Iran qui soutient le Hezbollah, le Hezbollah qui est le parti qui a été soi-disant élu par les Libanais, et après on découvre que c'est le Hezbollah qui cache dans le port de Beyrouth donc c'est l'ammonium qui est une matière explosive. Donc tout ça, c'est par rapport à la situation au Moyen-Orient et par rapport à cette montée de l'islamisme, de l'extrémisme, de l'islamisme radical. Et ce parti, le parti de Hezbollah, qui considère que ce soit l'Iran, que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak, c'est des pays arabes, et ils veulent s'élargir dans ces pays-là à travers leur parti politique, mais à travers aussi
donc des attentats terroristes. Donc, je trouve que le peuple libanais, c'est un peuple très courageux. La situation est très compliquée. C'est pas facile de se débarrasser d'un parti entre guillemets élu démocratiquement, mais c'est pas là le problème. Est-ce que le peuple il veut se débarrasser de ce parti, mais est-ce que c'est possible de le faire maintenant? On a vu la réaction par rapport à la visite de Macron et de l'Europe, des officiels européens, que l'Iran, elle voit ça comme une atteinte à la Hezbollah, alors que c'est l'Europe, elle vient en aide et le Hezbollah ne fait rien du tout. Donc, c'est une situation très compliquée, ça demande beaucoup de courage de la part des Libanais qui ont été jusque-là très courageux parce qu'ils ont été dans la rue, ils ont manifesté, mais c'est pas si simple que ça. C'est très compliqué et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de courage. Comment tu vois l'avenir? Tu penses qu'on pourrait risquer d'autres explosions, d'autres attentats, voire une guerre? C'est très compliqué parce que visiblement il n'y a pas que le port de Beyrouth qui a des matières explosives. Visiblement il y a d'autres endroits. Il y a aussi un attentat qui a été arrêté du côté du Bahreïn, parce que comme j'ai dit, l'Iran il a beaucoup d'ambition dans la région, que ce soit au Liban, en Irak, en Syrie, mais aussi dans les pays du Golfe, le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Donc oui, pour le moment, la situation n'est pas rassurante et ça ne risque pas de se stabiliser tout de suite, à part s'il y aura un changement de régime iranien. Et ça, c'est aussi très compliqué à imaginer dans les années qui viennent. D'accord. Donc, on est parti pour des années encore assez difficiles. Oui, malheureusement, ça toujours, c'est en lien avec le peuple. C'est un lien avec le peuple et avec le leadership aussi, hein, parce que si le peuple, s'il y a des leaders qui veulent mettre fin à des partis terroristes, comme l'a fait l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, elle a complètement interdit le Hezbollah. S'il y a des peuples qui veulent... oui, dernièrement, elle a interdit le Hezbollah, ce qui n'est pas encore le cas dans d'autres pays européens. C'est seulement l'Autriche et l'Allemagne qui l'ont fait. Espérons que les autres pays vont suivre. Mais si il y a une volonté politique et une volonté aussi de la société civile de changer de régime, ça pourrait se faire dans les années qui viennent. Et l'exemple, c'est l'Égypte, par exemple. L'Égypte, elle a décidé de se débarrasser des frères musulmans. C'est vrai qu'ils ont un président, donc un leader qui a beaucoup d'expérience, qui est très fort, déterminé. Donc il y a un leader aussi derrière, mais c'est un exemple pour la région, pour se débarrasser de l'islam politique et de l'extrémisme religieux. Maintenant, dans les autres pays, que ce soit les pays du Golfe qui se battent contre l'Iran, contre les milicias, que ce soit au Yémen ou dans les autres pays de la région, ça reste aussi compliqué parce que, comme on avait vu, il y a toujours des matières explosives et on ne sait pas jusqu'où l'Iran peut aller, le Hezbollah peut aller. D'accord.
Oui, c'est assez complexe. Si tu me permets, Ouais. j'aimerais un jour qu'on parle plus, qu'on développe plus ça en détail et Oui, oui, avec éventuellement plaisir. avec d'autres invités qui connaissent très très bien Bien sûr. aussi la politique, ne sont pas forcément des politiciens. Et ce serait intéressant d'avoir des échanges par rapport à cette question qui me paraît très importante pour tout le monde en fait, parce que Ouais. ça ne touche pas que cette région du monde, mais ça touche beaucoup Ouais. de personnes dans le monde. Voilà. Et donc, pour en arriver à la fin et en conclusion, c'est le virus, le fameux virus. Ouais. Comme sujet d'actualité. Ah oui, ça c'est les grosses polémiques, le masque, pas le masque, les vaccins, les fake news. Enfin, il y a eu de tout, hein. Il y a eu de tout. En même temps, ouais, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Ouais, c'est assez difficile à vivre, faut dire ce qu'il y a. Tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. En effet, c'est une crise. C'est toujours le cas en tout cas. C'est une crise mondiale, universelle. Donc, mais le plus beau dans cette crise, c'est qu'on a découvert qu'on a des défis environnementaux, des défis globaux, mais aussi une solidarité, une forme de solidarité entre les peuples. On a découvert aussi la fragilité de certains membres de la société, la solitude. C'est qu'on a... Pardon? Oui, non? Oui, et la solitude de certaines parties de la société et le fait que gérer tous ces problèmes-là qui sont non pas seulement des problèmes sanitaires ou des problèmes de santé, c'est aussi des problèmes psychosociaux. Et pendant le confinement, il y a eu aussi des problèmes dans certaines familles. Donc l'enseignement aussi, c'était un défi, le fait d'enseigner à distance. Donc tous ces problèmes-là, on a découvert qu'on a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de choses à améliorer, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le social, que ce soit dans les rapports entre les différentes parties de la société, que ce soit dans les rapports entre les pays, la solidarité dans tout ce qui est recherche et aussi la solidarité dans tout ce qui est aide humanitaire et les défis de l'environnement, les défis de changement climatique, le réchauffement climatique. Tous ces problématiques-là sont des problématiques qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre. Et le coronavirus a vraiment attiré notre attention vis-à-vis de ces problématiques-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de gens qui ne sont pas contents, soit pour le port du masque, soit pour l'ouverture, la fermeture. Et on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent être aussi des experts. Mais je pense oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médecins. En ce moment, on a beaucoup de médecins. Exactement, on a beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs, de scientifiques. Je pense qu'il faut laisser les gens qui sont aptes de le faire, Il y a un conflit. Moi, j'ai lu un article que j'ai partagé aussi avec mes élèves, c'est le conflit entre les scientifiques et les hommes politiques. Et le conflit, c'est le fait qu'un scientifique, il voit des choses. C'est comme le problème du changement climatique aux États-Unis, où il y a beaucoup de climate change denials, et les gens qui
qui ne reconnaissent pas le changement climatique. C'est la même chose avec le coronavirus ou avec les chercheurs qui disent ok, les scientifiques qui ont des visions, qui disent il y aura par exemple une vague de coronavirus, il faut s'attendre à ça, il faut faire ceci, faire cela. Et les politiques qui sont entre les deux, entre les scientifiques et entre l'économie et entre les défis du social, du psychologique, de l'enseignement, donc plusieurs défis. Donc, est-ce que la communauté politique doit être à l'écoute de la communauté scientifique? C'est ça le challenge qui nous attend dans les années qui viennent. Est-ce qu'on doit vraiment être toujours à l'écoute de la communauté scientifique et aussi investir beaucoup plus dans la recherche? Parce que on a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de retard, que ce soit dans la recherche scientifique, dans la médecine, etc. Parce qu'ils misent sur des budgets sur autres secteurs, en oubliant que aussi la recherche scientifique, l'enseignement, c'est des portefeuilles qui ont besoin de beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'investissement, surtout dans les années qui viennent. Donc, ce sont les défis à relever pour les politiques et pour les scientifiques en ce qui concerne le coronavirus ou d'autres défis dans les années qui viennent, et y compris le changement climatique. Oui, Chanel, tu m'entends? Il y a un petit souci en fait. Par moment, ça bug. Moi, oui. Donc, s'il est possible que tu puisses répéter juste oui, la dernière je vais phrase. Juste, ouais. C'est le fait qu'il y a un défi à relever dans les années qui viennent pour avoir un équilibre entre la communauté scientifique et les politiciens et les décisions politiques. Est-ce qu'on doit être à l'écoute de ce que les scientifiques disent? Est-ce qu'on doit vraiment appliquer ce qu'ils nous demandent, ou être aussi à l'écoute de l'économique, du social? Donc il y a un équilibre à chercher entre la communauté scientifique et les politiques d'un côté, aussi en ce qui concerne les portefeuilles, mettre le budget beaucoup plus dans tout ce qui est recherche scientifique et tout ce qui est tout ce qui est vaccin, etc., médecine, parce que visiblement le coronavirus, dans plusieurs articles de recherche scientifique, montrent qu'il y a beaucoup de scientifiques qui l'ont découvert, voire il y a 6 ou 7 ans, et ils ont commencé à travailler. Ah oui. Oui, ils ont commencé à travailler sur le vaccin, mais les politiques, ils ont dit non, ça va nous coûter trop cher, il faut arrêter de travailler sur le vaccin maintenant, on n'a pas besoin. Qui vous a dit qu'on va avoir le coronavirus? Donc, il y a toujours ce conflit entre la communauté scientifique et les politiques. Et par après, il y a eu vraiment un débat. Est-ce que les politiques doivent privilégier la recherche scientifique et la médecine, ou doivent privilégier d'autres portefeuilles, que ce soit l'économique, le social, l'enseignement, etc. Donc, c'est ça le débat. Je pense que ça sera le challenge de nos leaders d'aujourd'hui et de demain. Donc, ça faisait 7 ans que ce virus a été découvert. C'est quand même. Non, en fait, il y avait des articles par des laboratoires chinois et américains qui disent qu'il y avait des scientifiques qui travaillaient pendant l'administration Obama. Il y avait des scientifiques qui travaillaient sur le virus, et donc ils ont découvert qu'il y aura ce virus-là dans quelques années. Ils ont commencé à travailler sur le vaccin, mais on a arrêté parce que ça coûtait énormément cher. Mais à cette époque-là, ils prévoyaient l'apparition de ce virus-là, en fait. D'accord.
Ouais, c'est très ça. Donc ça reste toujours une hypothèse, mais les scientifiques en question qui ont trouvé ce virus, ça a resté toujours une hypothèse. Donc est-ce que les politiciens doivent écouter l'hypothèse des scientifiques? C'est ça le débat. Parce qu'ils peuvent dire, ok, c'est juste une hypothèse, on ne sait pas s'il y aura vraiment un virus ou pas. Donc ça reste toujours une question de priorité en matière de budget. Oui, bien sûr. Oui, en plus, c'est quelque chose d'assez conséquent, et pas que pour la santé. Parce qu'en fait, quand on entend des fake news, on a l'impression que tout est la responsabilité des politiciens qui font exprès pour que tout s'écroule, mais non, c'est une question de priorité, parce que je me mets à la place du politicien. Est-ce que pour moi c'est résoudre aussi maintenant le social, l'économique, les problèmes par exemple de logement, les problèmes. Donc il y a beaucoup plus, c'est comme l'urgence climatique. Il y a plusieurs politiciens qui préfèrent se focaliser sur d'autres sujets parce qu'ils ont d'autres priorités budgétaires que de se focaliser sur l'urgence climatique. Mais c'est là le défi, c'est là le challenge de prévoir le budget pour lutter contre le réchauffement climatique, pour trouver des vaccins, pour la recherche scientifique. Donc voilà, c'est toujours une question de choix et une question de priorité. D'accord. Et par rapport toujours à ce virus, toi, comment tu vis en fait? C'est le masque, que tu trouves ça, en fait, tu trouves que les lois sont mesurées? Est-ce que c'est bien, pas bien? Enfin, c'est assez complexe en fait par rapport à cette situation. Donc, on pourra en débattre vraiment beaucoup en fait. Oui, exactement. On pourra en débattre beaucoup. Et comme j'avais dit, je pense qu'on pourrait laisser ça aux experts parce qu'il y a tellement de gens sur Internet qui, est-ce que le masque c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, etc. Donc tout ça, je pense que c'est un débat qui ne mène à rien. Il faut laisser les experts et les gens qui sont aptes, les scientifiques, qui sont aptes de décider. Maintenant, je pense que on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et c'est difficile de prendre des décisions dans des situations d'urgence. Et on a vu que plusieurs pays ont paniqué. Chaque pays a réagi d'une façon différente. Il y en a plusieurs qui ont paniqué. Donc, il y a toujours aussi le problème économique et le problème sanitaire. Donc, il y a aussi la question de priorité. Donc, prendre des décisions dans ces conditions-là, c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, c'est vrai qu'il faut assumer les conséquences, et on va tous assumer les conséquences, que ce soit le citoyen, les politiciens, les économistes, les entrepreneurs, tout le monde va assumer les conséquences. Est-ce que c'était les bonnes décisions? On ne peut pas savoir maintenant, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, mais comme j'avais dit, c'est une question. Je pense que tout le monde a paniqué, que ce soit les scientifiques ou les politiques, et prendre une décision dans un cas d'urgence, et vu qu'on n'a pas été préparé vraiment à cette vague, ça reste très très compliqué à gérer, vraiment. Et c'est vrai qu'il y a tout un front populaire qui est totalement contre. Ça commence vraiment à être. Les réseaux sociaux sont remplis de conspirationnistes, forcément, parce que
ils vont contre le port du masque, contre soi-disant le vaccin va être obligatoire pour tous. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est vrai que les gens, je peux comprendre que les gens puissent avoir peur. Parce que comme en plus on isole avec en Belgique on a ça, on peut voir que dans la boue de le cercle, comment on appelle encore ça, la boue de la bulle, tu veux dire, de relation pour voir. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur et en plus. Chez les voisins français, parce que je parle de YouTube, évidemment, YouTube et tout ce qui est francophone, réseaux sociaux francophones, il y a eu les gilets jaunes là-bas, puis maintenant il y a ça, c'est très délicat et donc tout se mélange, il y a beaucoup de panique. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour en fait remonter le moral? C'est vrai que c'est pas facile, hein. Quand justement, c'est tout à l'heure je te disais ça, mais quand on est, je crois que c'était en off quand on parlait de ça, mais quand on est politicien aujourd'hui, ça doit être très difficile. C'est très difficile en temps que de crise. C'est très difficile et c'est là qu'on reconnaît vraiment la qualité et la qualité des grands leaders. C'est le fait de savoir prendre des décisions dans un laps très limité de temps et savoir prendre, s'appuyer sur des gens, sur une équipe qui conseille, qui dirige, qui appuie. Et ça, c'est pas facile du tout. Et je pense que vu qu'on n'a pas été préparé à cette crise, vu qu'on a dû prendre des décisions très difficiles pour l'économie, pour les familles, pour l'école, pour l'enseignement, etc. Donc c'est une année très spéciale, on n'a jamais vécu ça. Et je pense que ça montre qu'on est capable de s'adapter. Il y a des situations qui peuvent s'avérer difficiles, mais on est capable de s'adapter, on est capable de surmonter et il faut rester positif, même si, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, surtout qui ont vécu une année difficile, qui n'ont même pas eu la possibilité d'avoir leur diplôme avec une cérémonie, qui ont perdu au minimum 2 à 3 mois d'études et qui doivent se rattraper pour les années qui viennent. Moi, je trouve qu'il faut garder l'espoir et il faut donner beaucoup plus de courage à ces jeunes-là parce qu'ils se sont montrés très courageux, surtout en cette période très difficile. Donc, c'est vrai que nous, les adultes, on vit ça, on doit s'adapter, on doit se montrer courageux, mais pour les jeunes, pour les ados, c'est notre rôle, c'est vraiment de leur donner beaucoup plus de courage et de les encourager parce que c'est pas facile. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient vraiment dévastés, ils n'ont jamais vécu ça, et ils étaient un peu perdus, ils ont peur, ils ont paniqué. Donc, je pense que c'est notre rôle, c'est le rôle aussi des leaders, des politiques, c'est de vraiment être à l'écoute de ces jeunes-là qui maintenant sont vraiment dans une période très difficile de leur vie et qui ont perdu au minimum 2 à 3 mois d'études, de leur formation, qui va leur suivre tout au long de leur vie et qui ne savent pas, ils sont aussi dans l'inconnu pour l'année scolaire prochaine. Donc, ça reste toujours une situation compliquée à gérer, surtout pour les enfants et pour les jeunes. C'est clair qu'on n'a pas vraiment facile en ce moment. Ouais. C'est vrai. Il faut tenir bon et ça, c'est moi aussi qui le dis. Il faut beaucoup plus de solidarité, je pense. Surtout en été, c'est pas évident. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, bon,
moi, je pense que oui, on va trouver une solution. Oui. Ça montre notre capacité de s'adapter avec les différentes périodes difficiles, les crises. Il y a eu la crise économique en Europe en 2008. Après, on s'en est en sorti. Donc, moi, je trouve que même cette crise, on peut s'en sortir. Mais à condition aussi d'être aussi dans l'encouragement, dans le positivisme, dans l'optimisme. C'est pas évident, mais on a besoin d'encourager ces jeunes parce que ce sont le relais, ce sont l'avenir. Et s'ils se trouvent complètement déçus, abattus et désespérés, c'est vraiment une perte pour nos sociétés, quoi. Mais ce qui a été mis en évidence, je trouve, dans cette situation où on est toujours avec le coronavirus, c'est vraiment que peut-être qu'il faut revenir à l'essentiel. C'est vrai que ce mondialisme, c'est bien parce que c'est très intéressant de connaître les autres cultures, de partager, d'échanger, etc. Ouais. Mais est-ce que c'est pas mieux de revenir un peu à des valeurs un peu plus en arrière comme avant, où on partageait localement, on achetait local, c'était plus les petits artisans qui en bénéficiaient, qui avaient du bénéfice, et pas l'extérieur. Est-ce que c'est pas mieux un petit retour en arrière? Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Et c'est là la chose positive, en fait, dans tout ce négatif. Je trouve que c'est ça, en fait. Se rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment top positif. En même temps, c'est très bien la globalisation, mais il y a des lacunes, et les lacunes, c'est que il y avait trop d'individualité, et retourner à l'essentiel, ce serait vraiment la chose positive. Enfin, c'est moi je pense comme ça. Je ne sais pas ce que tu veux en dire. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bien de revenir à ces valeurs-là. C'est très important. C'est l'essentiel. Mais en même temps, on vit dans un monde qui évolue. On vit dans un monde qui est très ouvert. Le monde, c'est un village, et maintenant, on peut acheter un bête truc par internet. Ça aussi, c'est un truc qui a vraiment été qui a réussi pendant le confinement. C'est le fait de faire des cours sur internet. Donc, moi, je pense que la révolution scientifique et industrielle, ce qu'on appelle en anglais the Fourth Industrial Revolution, c'est un truc qui évolue tout le temps, qui nous dépasse, et on est obligé de suivre. Et si on ne suit pas, si on saute pas dans le train, on est dépassé. Donc, je trouve que c'est facile de dire il faut revenir, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est facile. Mais est-ce que dans le concret, dans la pratique, c'est possible? Alors que même on a trouvé même des difficultés pour avoir des masques, parce que les masques sont construits en Chine. Donc c'est très facile de dire, oui, on peut construire, on peut revenir à nos artisans locaux. C'est ce que tout le monde souhaite, mais on est face à une situation qui nous dépasse, et cette révolution industrielle et ce monde qui est devenu un village nous dépasse, et on peut pas revenir en arrière, en fait, je pense. Ah oui, donc le train est parti, quoi. Enfin, je pense personnellement. Maintenant, oui. Est-ce qu'on le fait d'acheter un truc sur AliExpress qui coûte même pas 50 centimes par un Européen ou par un Américain, alors qu'ici ça pourrait coûter dans les 5 €.
est-ce que le consommateur est capable de payer un objet qui pourrait l'avoir facilement dans 2-3 jours à la moitié prix ou voire même à quasi rien du tout. C'est ça le challenge en fait. Donc ça reste quand même un sujet à débattre. C'est pas moi qui suis une experte. Je pense qu'il faut trouver des économistes ou des experts dans la matière. Mais personnellement, je pense que c'est difficile de revenir en arrière. On est lancé et il y a des économies montantes comme l'Inde, comme la Chine qui représentent vraiment un marché mondial très intéressant et on est dépassé, on peut pas suivre. Et le consommateur, il va toujours choisir le moins cher. Ouais, de toute façon. Ouais. Ok. Mais j'espère que... mais en fait, on est en direct aussi sur YouTube. Hein, je viens de le remarquer. Super. C'est super, ouais. Moi aussi. Merci. Et je trouvais ça intéressant de voir une jeune femme dans la politique qui garde cette féminité et qui n'a pas peur d'avancer. Et je trouvais ça très beau. Oui. Merci. Oui, comme je t'avais dit, il faut être soi-même. Et toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont intelligentes, toutes les femmes sont courageuses. Mais chacune, elle a sa façon. Elle pourrait être une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles. Et c'est ça l'important, c'est de construire une nouvelle génération de leaders de demain qui sont inspirés par des modèles qui représentent des valeurs humaines et des valeurs universelles. Et une chose positive pour les femmes, ou même les hommes, hein, parce que les pauvres, on les délaisse. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas. Comme j'avais précisé, on est dans l'égalité et dans le partage et dans la solidarité. Et je salue d'ailleurs beaucoup d'hommes qui sont impliqués pour l'égalité hommes-femmes, qui se battent par tous les moyens pour mettre en avant les femmes. Et ça, c'est vraiment très, très exceptionnel. Et donc, le mot pour la fin, c'est que, comme tu avais dit, il faut être optimiste, espérant qu'on va sortir bientôt de cette crise. Et on demande beaucoup de courage, beaucoup de compréhension, mais surtout beaucoup de compassion et beaucoup de solidarité et beaucoup d'amour. Et surtout, j'espère qu'on trouvera la paix ici et ailleurs, avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est beau tout ça. Et je te remercie. Merci. Et j'espère que tout le monde a passé un agréable moment. En tous les cas, moi, j'espère aussi. Oui. Je t'embrasse très très fort et j'embrasse nos téléspectateurs ou nos donc followers qui sont sur YouTube et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci Chanel.